Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Elle rêvait de relancer le kiosque à chichi. Elle sera une de ces personnalités fortes de ce lien que je veux renouer entre la mairie et les Toulonnais. Tant que Rennes aura peur, je n'aurai pas le droit de me taire. Alors je vous donne rendez-vous dans nos rues, sur nos marchés, pour convaincre que l'avenir de Strasbourg s'écrit à gauche. S'il faut que cette longue marche du peuple français vers la liberté, l'égalité et la fraternité reparte d'un endroit, alors elle partira de Roubaix. Paris valait bien une messe. Aujourd'hui, Paris vaut bien mieux que le PS. Moi, j'appelle tous les Parisiens, je vous appelle tous. Je vous appelle à nous rejoindre. Je vous appelle à nous faire confiance. Faites-moi confiance. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette campagne s'achève et c'est sur cette deuxième partie de notre débat que nous concluons la première saison de ce podcast sur l'accessibilité. Je dis première saison car je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour les prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle, dont cette campagne a été à plusieurs égards le préambule, pour mettre à nouveau l'accessibilité et le handicap au centre des préoccupations de notre société. Cap sur l'accessibilité. Il y a d'autres enjeux que je voudrais qu'on voit. C'est vrai que c'est passionnant, cette question de la vie sociale. Enfin, c'est passionnant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Eh bien, il y a aussi la vie professionnelle, comme on en parlait, de l'accessibilité des logiciels d'entreprise, l'accessibilité à l'emploi. On sait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes en situation de handicap qui sont au chômage que dans la population valide. Effectivement, encore un taux de chômage bien supérieur, au moins 2 fois supérieur. Et après, selon certains handicaps auditifs et visuels, par exemple, on est car autour de la moitié de la population en âge de travailler inactive. Donc c'est des taux de chômage exorbitants par rapport au taux de la population générale. Et pour des raisons, tu l'as dit aussi, c'est en tout cas pour ce qui est de la déficience visuelle, là je prends plutôt une casquette au niveau comme directeur du campus Louis Braille, c'est beaucoup les questions d'inaccessibilité numérique, des logiciels, que ce soit des logiciels simples pour réserver ses congés, pour réserver je sais pas, une salle ou des logiciels plus compliqués qui, par exemple, un logiciel de comptabilité ou de marketing. Quand on fait de la compta ou du marketing, c'est un peu embêtant, s'il n'est pas accessible. C'est toute une partie importante de la fiche de poste qu'on peut pas faire. Donc voilà, ça c'est sûr. Et après, il y a encore, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup sans doute de barrières ou d'idées reçues et de comment dirais-je, et ça c'est sans doute encore plus difficile que les barrières numériques ou physiques, c'est comment on peut faire évoluer les mentalités sur la représentation du handicap en entreprise. Justement, cercle vicieux, de faire changer le regard, alors qu'il n'y a personne à regarder à Moupouakaz, toi qui as été très exposé, si on dit ça comme ça. Comment on fait changer le regard ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait changer le regard sur le handicap ? Modestement, à ma petite part, un peu. Mais moi, je trouve que finalement, les choses évoluent. Elles évoluent peut-être plus lentement qu'on l'aimerait. Mais il y a aussi la responsabilité de nos parents qui veillent sur nous, qui ont peur pour nous. Il y a aussi la responsabilité du système français, qui est un système qui préfère salarier les handicapés pour être handicapés plutôt que de leur donner ce dont ils ont besoin pour bosser. Comment voulez-vous, quand vous êtes aveugle et que vous gagnez avec l'allocation handicapé adulte et l'allocation compensatrice pour peu que vous habitiez à Paris, vous gagnez quasiment 2 000 € sans travailler. Qui va aller bosser alors qu'il a déjà ça sans travailler ? On a aussi une responsabilité. Est-ce qu'à un moment, on ne pourrait pas se dire, on dépose toutes les aides qu'on reçoit au pied de l'État, on les leur donne. En revanche, dès qu'il y a un truc qui n'est pas accessible, c'est 1 million d'euros, 10 millions d'euros d'amende. Mais il n'y a pas une seule association qui va vouloir porter ça. Parce que, évidemment, c'est sauter dans l'inconnu. Mais moi, je rêve à un moment donné d'un Big Bang où les gens disent, écoutez, on n'a pas besoin de l'aumône. On veut juste qu'on nous donne ce dont on a besoin pour être des contributeurs positifs à l'économie de notre pays. Mais bon, je dis ça parce que je suis un retraité, que j'ai plus rien que ma vie est déjà faite et que j'ai fait 3 enfants qui auront l'obligation alimentaire, donc voilà, je vais pas mourir de faim. Mais ça, en fait, justement, cette compensation, elle doit être un vecteur d'autonomie
plutôt que de laisser la personne en situation de handicap dans sa situation. Pour en revenir justement sur là, Thibaut, tu parlais du taux de chômage. Il y a aussi une fois en emploi où les personnes handicapées vont être vont avoir beaucoup plus de difficultés à avoir un CDI. Donc elles vont être beaucoup plus précaires, elles vont avoir des contrats à durée limitée. Donc typiquement, dans la population jeune, juste la population jeune, on est à la moitié des personnes qui sont en CDI, c'est pas, donc les moins de 35 ans, c'est pas énorme. Pour les jeunes en situation de handicap, c'est près des 3/4 du coup, qui ont pas encore le CDI, qui sont précaires. Et beaucoup de CDI sont des placards. Oui, alors déjà. Justement, moi, ça m'explique deux remarques. Ce que tu disais à Amou sur les allocations qui peuvent peut-être désinciter à travailler, je dirais que ça c'est un sujet intéressant, mais qu'il faut aussi regarder au regard du niveau d'études des personnes, parce que quand effectivement des personnes ont un niveau d'études qui leur permettrait de travailler, des qualifications, mais du coup qui ne travaillent pas, là ça c'est vraiment dommage, parce que économiquement pour la société c'est une perte, très clairement. Par contre, effectivement, il y a malheureusement des personnes handicapées qui ont un niveau d'études plus faible et qui, s'il n'y avait pas les allocations, n'ont pas forcément beaucoup de possibilités d'emploi autres, quoi. Bon. Et après, ce que tu disais, Gaël, sur ceux qui sont en CDI, on en connaît, notamment dans la fonction publique et pas que, dans grands groupes, etc. Je serais curieux d'avoir des chiffres, mais je pense qu'il n'en existe pas. J'ai envie de dire un peu à l'instinct comme ça qu'il y a un taux de placardisation bien plus élevé chez les personnes handicapées qui travaillent que chez les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis. C'est certain. Et ça, non seulement être placardisé, c'est terrible. Je pense que c'est aussi terrible que d'être en burn-out. Parce que n'avoir aucune utilité, venir au bureau pour rien, tout le monde sait que vous êtes là, vous faites rien, etc. C'est horrible. Et puis surtout, l'image du handicap que ça renvoie, c'est dramatique. Alors, messieurs, dames, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même je voudrais pas qu'on loupe la question de la vie politique, parce que c'est très important, avec ce que vous avez souligné les uns comme les autres, le problème de la violence. Alors, dans la politique, il y a un tas de choses par rapport à l'accessibilité, mais il y a aussi la violence. On a, dans encore une étude de l'Association des maires de France, on se rend compte que près d'un maire sur 4 a reçu des violences ou des menaces sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas manqué dans la campagne, à Strasbourg, à Lyon, à Marseille, à Nantes ou à Lille encore. Des candidats se sont fait agresser, certains au couteau. Qu'est-ce qu'il reste de l'accessibilité quand il y a de la violence, autant de violence dans la politique ? J'ai posé la question au maire de Lyon qui n'a pas réussi à me donner une réponse satisfaisante, mais j'en profite pendant que je vous ai sous la main pour essayer de voir si j'aurais une réponse plus intéressante. Déjà, il faut bien comprendre que c'est vrai qu'il y a de la violence en France, mais quand tu compares avec ce qui se passe au Mexique, quand tu compares avec ce qui se passe aux États-Unis, on reste une société policée. Oui, certainement. Et reste que la politique, c'est violent, l'homme est violent aussi, et on ne pourra pas en fait faire comme si on était tous peace and love, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai été victime de violence en politique. Est-ce que c'était lié à mon handicap ou est-ce que c'était lié à la politique ? J'en sais rien. Quand tu te retrouves avec 2 adjoints qui se parlent entre eux, 2 présidents de groupe qui se parlent entre eux pour décider dans ton dos de voter contre toi et que tu peux pas les voir, c'est la politique ou c'est le handicap ? Voilà, c'est comme ça. C'est la vie, c'est tout. Malheureusement, il y a des circonstances où on peut pas réguler. Donc il faut que la justice fasse son boulot, que la police fasse son boulot. Je pense qu'il y a aussi une manière de médiatiser les choses qui est pas forcément toujours très, très saine, quoi. Je pense que c'est aussi les électeurs qui doivent sanctionner les élus violents ou les élus corrompus. Et je suis désolé de constater que les électeurs sont tout à fait prompts à revoter pour des gens pourris, sans aucun scrupule. Je ne veux pas citer de nom, mais il y en a encore dans une ville où on produit des noix, il y a quand même un mec qui a fait de la prison et qui est au 2e tour, et ça va très bien pour lui, quoi. Donc, peut-être que je n'ai pas vraiment bien répondu à la question, mais en gros, les citoyens, ils ont ce qu'ils méritent. Oui. Et ils ont la classe politique qu'ils méritent. Donc, s'ils continuent de voter pour des gens qui les méprisent et qui les volent, peut-être que c'est ce qu'ils méritent. Désolé de le dire, mais c'est un peu brutalement, mais voilà. Cap sur l'accessibilité. Cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Tu parlais, Thibaut, du lynchage donc, de ce militant d'extrême droite à Lyon, Quentin Derenc, qui a suscité pas mal de remous en quelque sorte dans cette campagne. Oui, alors moi j'ai écouté un petit peu les passes d'armes qu'il y a eu à l'Assemblée là, entre le Premier ministre et Mathilde Panot, un peu comme nous tous. Justement, écoutons Sébastien Lecornu. Ce que vous venez de faire
est absolument ignoble et abjecte. Lorsqu'on est un humaniste, c'est-à-dire que lorsqu'on est attaché à l'être humain, on n'oppose pas un mort à un autre mort, à un assassinat à un autre assassinat. La vraie question, au fond, Madame la Présidente, c'est pourquoi tout le monde doute de votre sincérité ? Pourquoi personne ne veut vous croire ? Tout simplement parce qu'il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées et surtout le ménage dans vos rangs. Beaucoup de tensions. Effectivement, il y a eu sans doute une instrumentalisation de cette histoire. Après, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai l'impression que ça a fait un bruit énorme au moment où c'est arrivé. Je ne minimise pas la gravité des faits, mais voilà, c'était un fait isolé, non, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais bon, en tout cas, je pense que ça a influencé. Maintenant, on voit que LFI sort quand même avec des taux dans certaines villes qui sont quand même bien meilleurs qu'en 2020. Donc, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup changé la donne pour LFI. Je ne sais pas ce que tu en penses, Amou, cette histoire il y a quelques semaines. Moi, j'aurais bien aimé une grosse manif partout en France pour dire, bon, ok, on se combat par les arguments, on essaye de ne pas se détruire les uns les autres. Parce qu'évidemment, ce jeune, c'était pas un enfant de cœur, mais il méritait pas de mourir, évidemment. Et j'espère que c'est un moment d'hystérie et qu'il n'y en aura pas d'autres. J'espère qu'en tout cas, on en tirera les leçons, parce que la violence, ça ne résout aucun problème. C'est la dernière manière de résoudre les problèmes. On le voit à l'échelle internationale, on le voit au niveau domestique. Vous savez, on est quand même un pays dans lequel il y a encore 150 ou 200 femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. En Espagne, c'est 3 fois moins. Ouais, si vous étiez député, par exemple, ou président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous lui aurez rendu l'hommage avec une minute de silence, ou est-ce que vous auriez voté, parce que tous les présidents de groupe ont voté cette minute de silence aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, mais est-ce que vous l'auriez fait, vous, parce que... pour la télé, il fallait le faire, de toute façon. Oui. Qu'est-ce qu'ils auraient eu comme choix ? En fait, ils auraient été vilipendés, ils auraient été... Je crois qu'en fait, il y a des dynamiques politiques et une sorte de pression médiatique où tu peux pas faire autrement. Évidemment. Mais c'est symptomatique. Enfin, il y a vraiment une montée de tension dans la société. Si on fait le lien avec l'accessibilité, l'inclusivité, en fait, tout ce qu'on dit depuis le début de ce podcast, c'est très symptomatique d'une culture intrinsèquement non inclusive et non bienveillante. Donc finalement, si moi j'étais élu politique, donc si j'étais député, ce que j'essaierais de faire qui aurait vraiment de l'impact, c'est de diffuser une culture qui soit plus inclusive et pour s'affranchir justement des expériences personnelles, comme on en parlait tout à l'heure, typiquement les personnes qui vont être bienveillantes et qui vont rendre les choses accessibles, c'est parce qu'elles ont une expérience personnelle. Non, il faut s'affranchir de ça et diffuser une culture à plus grande échelle de l'inclusivité. Mais c'est vrai que dans un contexte où on parle de l'international, de violence, etc., le sujet du handicap a beaucoup de mal à être audible, il faut être honnête. Voilà. C'était pareil en 2022 dans la campagne présidentielle. On avait voulu parler un peu de handicap, vous vous souvenez peut-être avec En Débat, etc. On avait réussi, mais en fait, entre la guerre en Ukraine, le Covid, tout ça, c'était très compliqué. Il n'y a même pas eu de campagne, en fait. Donc, le sujet est un peu noyé, quand même. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on n'en parle pas et qu'on regrette de ne pas en parler, ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit la carte blanche du président de la République et que devant, après, on voit que finalement, les choses, elles ont bougé un peu, mais on est toujours un peu frustré. Moi, je ne ressens pas cette violence par rapport aux personnes handicapées. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance. Tous les jours, j'ai des coups de main de dizaines de gens qui m'emmènent ici, là, qui me font traverser des rues. Je dois dire que je suis même vraiment tout le temps agréablement surpris de voir à quel point les gens sont disponibles. Alors, ils le sont chacun pour ses raisons, mais je sens l'aide de 5 secondes, 10 secondes, une minute de 5-10 personnes dans la journée, je galérerais beaucoup plus. Il y a une vraie dichotomie entre handicap visible et invisible, parce que moi, si je me gare sur une place bleue avec ma carte, les gens viennent me crier dessus. Exactement, parce que tu as un handicap invisible. Tu choisis ton handicap aussi, toi. Mais moi, tu vois, je pense pas marqué dessus. Ce que tu dis, Amou, c'est très intéressant, mais je pense que c'est aussi ce que tu dégages. Je pense que tu dois dégager aussi de quelque chose de chaleureux, tu vois. Les gens ont du socialisme social. Non. Et alors que quand tu as des personnes en situation de handicap qui sont peut-être plus dans la revendication, dans l'aigreur, dans l'agressivité elles-mêmes, elles ont moins d'aide. Et après, c'est un peu un cercle vicieux. Ouais, c'est possible. Mais après, ça, c'est notre boulot à nous aussi, d'essayer d'aider les copains à se sentir mieux. Et accepter leur situation. Nous, je pense que tous les trois, on accepte bien notre situation. Mais attends, mais il y en a qui sont
10 000 fois meilleurs que nous. Enfin, oui, mais tu en as beaucoup qui accèdent beaucoup moins aussi. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a des gens incroyables. Moi, c'est ça qui me fascine. C'est que moi, je suis d'une génération, j'ai 60 balais aujourd'hui. Je vois les personnes handicapées qui ont 35 ans, 40 ans. Mais, enfin, ils ont un potentiel, ils ont des capacités. Grâce aux outils, on est d'accord. Et puis grâce aussi à la maturité de la société, grâce aux petits pas qu'on a fait avant. Moi, je suis émerveillé. Et les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, et qui manipulent les podcasts, qui manipulent les technologies, moi, je pense que vraiment, il y a, comme on dit maintenant chez les jeunes, il y a un monde où ce sont les personnes handicapées qui vont tirer la France vers le haut. Je suis sûr que les générations qui viennent, elles vont nous étonner. Et moi, je crois beaucoup... on se revoit dans 20 ans pour en discuter. Je crois beaucoup à l'école inclusive. Depuis 20 ans, il y a beaucoup plus de jeunes, d'enfants handicapés à l'école, avec les autres. Et donc, les camarades, ils sont sensibilisés. Tu vois. Mais moi, je le constate. Alors que moi, je suis un vieux jeton, j'ai très peur de l'école inclusive. Parce que je me dis, il faudrait qu'on fasse des cohortes pour vérifier qu'effectivement, ils perdent pas des choses en route. Tu vois, l'école inclusive, moi, je constate que si t'es dans une ville au potentiel, à haut revenu, l'école inclusive, c'est cool. Mais si tu cumules handicap social et handicap physique ou mental, là, ça devient chaud. Mais franchement, c'est vrai. Moi, je constate, il y a de plus en plus de gens qui ont connu des enfants handicapés à l'école, pour lesquels c'est beaucoup moins... naturel. Demain, ils auront des collègues. Donc, je suis plutôt optimiste l'un dans l'autre. Effectivement, c'est aussi comme ça qu'on fait changer le regard, en mettant les gens les uns à côté des autres pour qu'ils apprennent à se comprendre et à vivre ensemble. On aurait aimé aborder aussi la question de la vie civique. Malheureusement, le temps nous a fui entre les mains. C'était un débat super intéressant. Je suis très, très heureux d'avoir pu avoir ce débat-là avec vous. C'est dommage qu'on n'en ait pas pu en faire plus, mais ce n'est que partie remise. Eh bien, merci à chacun d'avoir été là, d'avoir répondu présent pour poser les enjeux de l'accessibilité. Si vous avez un tout dernier mot à dire, c'est maintenant. Et puis, nous clôturons ce débat sur l'accessibilité. Écoute, je te remercie, Maxime. Je reviens quand tu veux. Et puis, désolé parce que c'est de ma faute si on n'a pas pu aborder tous les sujets. Merci beaucoup, Maxime. Et puis, c'était vraiment intéressant aussi d'avoir cette intergénérationnalité et puis ces différents surtout avec Amou. Amou, t'as bien fait de vieillir, dis donc. En fait, moi, Amou, il pourrait être ton père, Gaël. Au moins. Ouais, grave. Mais j'ai deux enfants de 30 ans, ça fait bah ouais. Voilà, t'imagines. En plus, c'est un ex-copain de François Mitterrand, j'ai vu ça. Pas copain, faut pas déconner. Non, je l'ai rencontré. Non, alors, moi, la question que je me pose, c'est une question qui est vraiment éternelle. Est-ce que quand t'as 2 écarts à la norme, est-ce que c'est un atout ou pas? Moi, je constate que étant arabe et aveugle, je trouve que c'est un atout. Par contre, est-ce que femme est en situation de handicap, comment ça se passe? Je serais pas aussi positif non, mais que toi. Non, mais c'est vrai, il y a un autre podcast à faire sur l'intersexualité. Oui, carrément. Franchement, ça serait passionnant. Mon numéro, Maxime. Ça serait passionnant, franchement. Je vais vous convoquer dès demain soir pour faire un podcast sur ce sujet-là. Merci à tous. Moi, je veux pas que les gens aient l'impression que c'est la galère. C'est vrai qu'il y a des trucs chiants, mais quand même, on vit dans un pays extraordinaire. Il faut pas oublier non plus que il y a quand même... La France, c'est quand même un pays dans lequel, par rapport au reste du monde, franchement, ça va, quoi. J'aime bien cette note positive pour terminer. Tout n'est pas perdu. Eh bien, écoutez, remettons-nous au travail. Au revoir. Merci à tous d'avoir été là. Merci à toi. Merci, Maxime. Merci. Au revoir. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.